Merci beaucoup, merci bien. Je voudrais qu'ensemble, en votre nom, toutes les institutions de notre République et toute la nation, tout mon gouvernement, en votre nom, dis merci du fond du cœur à nos chers partenaires financiers techniques et nos partenaires au développement aussi, qui sont toujours à nos côtés et qui savent le faire. Depuis que nous avons commencé ce combat contre cet ennemi commun, le seul, il est le seul, la pauvreté. Mes chers compatriotes, je dois vous exprimer toute la joie qui m'anime aujourd'hui, parce que cet acte qui vient d'être posé traduit le symbole de ce qui m'anime, la solidarité nationale et le sens de partage. Une nation se bâtit par ce socle. Et je crois que le professeur Gaza, ministre de la Santé, l'a si bien expliqué ce que nous voulons faire, là où nous allons. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte, vous le savez bien, où toute la communauté internationale s'interroge aujourd'hui où se trouve le monde. Comment se porte notre planète dans tous les domaines? Nous avons lancé en l'an 2000, je vais parler de toute la communauté internationale, ce que nous appelons les objectifs du millénaire pour le développement. Nous allons tout droit et lentement à cette date fatidique de 2015 où nous allons faire le point. Et parmi ces objectifs, mes chers parents, figure la question de la santé. Je crois. Et au fronton de ces objectifs se trouve la question de la pauvreté, puisque tout part de là. Et depuis qu'on s'est retrouvés, depuis 2006, et cette question nous hante. Semble-t-il aujourd'hui que notre pays serait sur cette question de la pauvreté, à un taux de pauvreté monétaire de 35%, semble-t-il. Peut-être que nos chers partenaires des Nations Unies qui suivent ces questions ont actualisé. La situation s'est-elle aggravée ou la situation s'est-elle améliorée? Eh bien, nous posons cette question, mes chers compatriotes. Mais je me rends compte qu'en réalité, Dieu le Père Céleste n'a pas oublié notre chère patrie commune. Il ne nous a pas oubliés. Mais nous avons constaté qu'il a donné d'autres moyens à d'autres pays. Je pense à des ressources du sous-sol qui viennent en principe, si elles sont bien gérées, faciliter encore la gestion des affaires de tout un pays. Mais en attendant, avec les moyens modestes que nous avons, les seuls, puisque le Bénin aujourd'hui est le seul pays dans notre zone, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à n'avoir pas encore réussi à identifier ce que Dieu le Père Céleste a mis dans son sous-sol. Donc à travers cette gouvernance que nous avons su établir, si on nous dit qu'on est à un taux de pauvreté monétaire de 35%, je crois que nous devons en prendre date et acte. Mais je dis bien, il y en a qui sont mieux nantis que nous. On parle de taux de pauvreté, toujours monétaire, de 50%.
ou de 60% sur le même continent, ce n'est pas une manière de nous excuser, mais c'est pour vous dire quoi? Nous voulons aller de l'avant. Nous pouvons encore approfondir. On dit souvent, pour réduire la pauvreté, il faut absolument accélérer le rythme de création de la richesse, la croissance économique. Il faut qu'elle soit forte. Mais il y a aussi des questions qu'on doit se poser s'agissant du partage. La croissance économique peut être très forte et cohabiter avec un taux de pauvreté profond ou trop élevé. Tout est question de partage. Comme la croissance économique peut être faible, mais si ce pays s'efforce de veiller sur le sens, sur la répartition de cette croissance, eh bien, ce pays peut absolument être stable. Mes chers compatriotes, je tiens à vous dire ceci, ce que nous voulons maintenant, que nous puissions, réussissions à faire en sorte que nous ayons une croissance inclusive, très forte, de qualité. On s'est expliqué à maintes reprises, inclusive parce que tout le monde, sans exception aucune, mes chers compatriotes, ici vous êtes nombreux de différentes composantes à venir ici avec des soucis. Vous n'avez pas de travail. Donc si nous parlons de croissance inclusive, de qualité, parce que nous voudrions que tout le monde puisse participer à cette croissance, tout le monde, sans exception aucune, et qu'en même temps, cette croissance puisse en profiter à tout le monde. Il faut que nous puissions jeter les bases de cette croissance. Nous sommes en train de le faire. Régler la question de l'assainissement des finances publiques et macroéconomiques. Donner la parole au secteur privé et créer les conditions pour que ce secteur puisse travailler dans de meilleures conditions possibles, mes chers compatriotes, et faire en sorte que notre administration puisse servir convenablement ce secteur privé. D'abord, ce qui suppose les préalables à lever, que le secteur public ne soit pas trop étendu et que le secteur privé soit beaucoup plus vaste, plus grand et très formalisé. Je fais allusion à vous en termes d'entrepreneuriat dans tous les secteurs, y compris l'entrepreneuriat agricole. Donc que les bases de ce secteur privé soient beaucoup plus larges et au même moment que les bases de notre secteur public, notre administration, soient beaucoup plus limitées, mais plus efficaces. D'où les questions liées à la réforme. Les réformes générales que nous engageons aujourd'hui, réformes institutionnelles et administratives. Je voudrais remercier le système des Nations Unies et sa représentante, notre sœur ici présente. Parce que beaucoup de choses ont été faites lors du dernier séminaire. On en a pris conscience de cela. Et le ministre s'est bien expliqué, chargé de la réforme administrative et institutionnelle. Nous avons écouté également Madame le ministre de la fonction publique. Comment nous allons faire en sorte que ces réformes générales et sectorielles, symbolisées par les deux ministères, peut-être qu'il faut les unifier aujourd'hui, puissent être efficaces pour qu'ils puissent servir convenablement le secteur privé. Il faut absolument que nous produisions intensivement. Alors de là,
un certain nombre de questions de préalable aussi à lever. Comment nous allons tout faire pour éviter l'exclusion et les inégalités? Et à ce niveau, puisque nous parlons du taux de pauvreté, nous devons intégrer tout ça dedans. En réalité, en termes réels, nous devons intégrer le degré d'accès à l'eau, le degré d'accès à l'électricité, au logement, à l'école, aux soins de santé, etc. Mes chers compatriotes, voilà le souci qui nous anime et qui anime mon gouvernement, tout mon gouvernement. Et nous n'allons pas vous décevoir. Nous sommes décidés à aller de l'avant. Et comme je vous le dis, cette séance vient à point nommé puisque, que ce soit au niveau de la communauté internationale, au niveau de chacun de nos pays, chacun est en train de faire ses comptes aujourd'hui. Où en sommes-nous en termes d'objectifs de développement pour le millénaire? Où en serons-nous en 2015? Et après 2015, qu'allons-nous faire? C'est dans ce cadre que le secrétaire général des Nations Unies a mis en place ce panel de hautes personnalités, supervisé par 3 chefs d'État, mes chers collègues. La présidente du Libéria, le Premier ministre britannique et le président, je crois, de l'Indonésie. Ces 3 chefs d'État supervisent un comité de hautes personnalités auquel comité appartient ou est représenté notre cher pays, le Bénin, à la personne du professeur Géraud Fulbert. Donc les Nations Unies pensent toujours au Bénin, au niveau de la conceptualisation. Au même moment, est mis en place un comité également qui réfléchit en ce moment sur les objectifs du développement durable. Parce que c'est un autre concept aussi qui a été lancé à Rio de Janeiro il y a 1 an. À Rio +20, s'agissant des questions de gouvernance environnementale. Là aussi, il faut faire le point. Nous parlons d'économie verte, nous parlons d'emploi, nous parlons d'environnement, nous parlons de développement durable, etc. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Se pose la question au niveau de cette instance internationale. Là également, en ce comité siège notre cher pays, le Bénin, en la personne, je crois, de M. Dosso, que nous avons nommé en Conseil des ministres tout récemment, le directeur du cabinet du Premier ministre. Et je crois que ce comité vient de jeter les bases de cette réflexion à New York. Mes chers compatriotes, c'est pour vous dire quoi? Que mon pays est très préoccupé par la question de la pauvreté, de son éradication, la question de notre prospérité, la question du partage. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé d'obtenir cette séance en présence de nos chers partenaires techniques et financiers, nos partenaires au développement, pour leur dire nous voulons absolument régler la question de la santé de notre peuple. Je crois, Madame le ministre a tout dit. Je voudrais, en votre nom, la remercier. Je crois, elle vous a parlé de l'itinéraire. Elle est allée jusqu'à confronter ce que nous voulons faire avec ce qui est en train de se faire ailleurs, au Burundi, au Rwanda. Peut-être que demain, elle va aller au Ghana. Et travailler avec le représentant des partenaires,
le représentant président de l'OMS, notre cher frère Youssouf Gamatié du Niger, qui vient de succéder à notre frère qui a fait valoir ses droits à la retraite, chargé de l'OMS dans notre pays. J'ai beaucoup échangé avec lui. L'espoir est permis. Prenez au sérieux cette cérémonie. Je vous en prie. Mes chères mamans, mes chers jeunes, merci d'être venus aussi nombreux. Je pense, je vous ai dit il y a quelques jours, lorsque vous êtes venus me voir, vous me dites que vous êtes fatigués. Vous, les émigrants. Vous êtes fatigués de faire les émigrants, je crois. Je crois en la voix de Robert. J'ai compris le sens de votre présence aujourd'hui. Je pense à vous, mes chères sœurs, mes chères mamans. Nous sommes venus ici pour partir sur de nouvelles bases, s'agissant de l'accès aux soins de santé, d'une manière générale. Donc je crois, tout a été dit, nous allons progressivement vers une couverture totale, une couverture sanitaire totale. Je dis progressivement, mais basée sur la solidarité nationale. C'est fondamental. Nous avons démarré, rappelez-vous, avec la prise en charge des frais d'inscription pour nos enfants à l'école, que ce soit l'école de base, que ce soit l'école primaire. Nous avons continué avec le genre, les filles, cette gratuité a continué au secondaire en troisième, jusqu'en troisième. Et nous avons lancé les discussions pour que nous puissions aller jusqu'en terminale, même si on nous dit que nous violons notre Constitution, puisqu'il n'y a pas la distinction genre. Mais une femme éduquée en vaut deux. Nous progressons. Je suis en train d'énumérer les mesures sociales que nous avons lancées. La gratuité de la césarienne, elle en a parlé. Je crois qu'elle parlait